Bonjour, c'est le 29 mai qu'aura lieu la conférence LBO organisée par Les Échos, Capital Finance et la FIC. Nous y débattrons des évolutions des opérations à effet de levier, notamment au plan juridique. C'est à ce titre que je reçois aujourd'hui Christophe Digois, managing partner du cabinet d'avocats à Paris. Christophe Digois, bonjour. Le marché du LBO reste assez calme en ce moment. Dans quel secteur et quel segment le marché est-il le plus actif ? Je ne dirais pas qu'il est très calme en ce moment. C'est vrai qu'on a subi un énorme calme à l'automne, on va dire, au moment où on attendait les nouvelles réformes fiscales annoncées depuis l'été. Mais le marché a bien repris cet hiver. J'en veux pour preuve quelques opérations qu'on a réalisées ces dernières semaines. Sur le small cap, je citerai Essotier ou Meilleur Taux. Quand vous dites small cap, vous parlez de quelle valorisation ? On va dire jusqu'à 50 millions d'euros. Et ce sont quand même des opérations qui ont mis du temps à se déboucler ? Pas nécessairement. Il y a eu une vraie reprise cet hiver avec une vraie accélération. En mid-cap, on a signé Bretèche qui a peut-être mis un peu plus de temps, mais on a signé un peu avant Obertour. Et des deals sur le upper mid-cap que l'on a signé ces dernières semaines. Et là, encore une fois, en termes de prix, vous parlez de quelle fourchette ? Et là, on va parler, upper mid-cap, on va parler au-delà de 300-400 millions. Avant le large cap, c'est par exemple Sandromage, qui est vraiment à la limite à 650 millions d'euros, qui a été raisonnablement rapide. Et bien disputé ? Et très disputé, on va dire, avec un très bon financement qui a aidé à cette accélération aussi. Et puis, ces dernières semaines, tout récemment, il y a eu des secousses, oui. FDS qui a été vendu à Bridgepoint pour 450 millions d'euros. Qui là était un préemptif. Et donc le retour du préemptif est un bon signe aussi pour le marché. Un signe d'optimisme en tout cas. Absolument. Sur le marché. Donc vous ne diriez pas qu'aujourd'hui les financements manquent et que les opérations ont du mal à se financer ? Côté financement, on va dire on est vraiment dans un changement aujourd'hui. Bien sûr, il y a le financement bancaire qui n'est pas merveilleux, mais qui est toujours là. J'en veux pour preuve une opération comme Gras Savoye qu'on a refinancée en début d'année, où on n'a eu aucun mal à refinancer le Club Deal, où il y avait 10 banques au pic de la crise en 2009, et qu'on a refinancé avec 2 banques en début d'année. Mais au-delà de ça, on a vraiment l'arrivée de nouvelles alternatives au financement bancaire. Quelle que soit les tailles de transactions ? Je dirais sur le small cap, on a de la dette sans trop de problèmes. Plutôt des partenaires historiques, opérationnels de la société ? Voilà, des banques qui sont beaucoup plus proches de l'entreprise et donc qui la connaissent bien. On va souvent être dans du primaire, parfois dans du secondaire. Sur le mid-cap, là, on a vraiment un mix de dettes bancaires et de dettes alternatives, telles que les fameuses unitranches qu'on a vues, sur lesquelles le cabinet a agi pour plus de la moitié des unitranches dans ces 2 dernières années. Et en même temps, ce marché unitranche, on en parle beaucoup, mais en volume, il n'y a pas eu tant d'opérations que ça sur le marché français. C'est en constant développement et je dirais que c'est en sophistication aussi, ce qui est un bon signe puisqu'on a maintenant des bridge to unitranche et puis plus globalement en fait on a vraiment un fort développement de la dette privée. Donc des fonds de dette qui se constituent pour constituer des alternatives au développement bancaire. Et le marché du high yield, on sait qu'il fonctionne par ouverture et fenêtres successives. Ça c'est la grande surprise puisque effectivement dans le passé on avait des ouvertures et des fermetures et là la fenêtre reste ouverte durablement depuis 2012, à tel point qu'on a des conditions de financement extraordinaires en taux bas, je veux dire, ces dernières semaines, mais ça c'est plutôt pour le large cap. Pour les opérations de taille plus importante. Alors si le financement ne pose pas de problème, la valorisation et le prix, où est-ce qu'on est-on ? Est-ce que c'est toujours possible de réconcilier les vues des acheteurs et des vendeurs ? Ça fait maintenant quelques années en fait qu'on a cette différence d'appréciation sur la valeur des actifs entre acheteurs et vendeurs. Alors, juridiquement, on a essayé d'apporter un certain nombre de solutions. J'ai envie de dire, au-delà de la tarte à la crème, du complément de prix, de l'earn-out, crédit vendeur, il y a aussi des solutions par des obligations qui sont convertibles à parité variable. Mais plus récemment, on a essayé de mettre en place des solutions d'equity subordonnées, avec différentes tranches d'equity, avec des rendements différents en fonction de la valorisation des cibles. Et l'autre élément important des opérations de LBO, c'est le dirigeant de l'entreprise, le manager. C'est important de l'intéresser. La motivation, c'est un élément, c'est la pierre angulaire de cette relation. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser un dirigeant dans une phase économique pas très bonne ?
Aujourd'hui, bien sûr, le dirigeant reste la clé de l'entreprise, de son développement et de la transformation des cibles pour créer de la valeur. Aujourd'hui, les rendements, enfin plutôt le hurdle pour le dirigeant avant qu'il commence à être intéressé à l'opération a baissé, c'est certain, mais je dirais c'est en ligne aussi avec la baisse des rendements des opérations des sponsors. Des fonds eux-mêmes. Tout à fait. Et pour les opérations qui ont été conclues il y a plusieurs années, donc sur la base de business plans qui étaient peut-être plus optimistes que ce que la conjoncture a permis, il y a une possibilité juridique de réviser ces package management, comme on les appelle? Au niveau juridique, il n'y a pas de problème. Je vais dire, au niveau fiscal, c'est là que la chose se corse. Et il faut être clair, il doit y avoir un alignement d'intérêts. C'est vraiment la pierre angulaire de nos opérations. Et il doit y avoir une prise de risque pour le manager. Puisqu'il est investisseur. Il doit être investisseur pour prétendre à la fiscalité d'un investisseur. Et donc, on peut faire un certain nombre de choses, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la jurisprudence l'a rappelé encore tout dernièrement, ces dernières semaines, sur des package management. Un dernier mot, Christophe Digois, qui concernera une évolution réglementaire qui va rentrer en vigueur le 22 juillet prochain. C'est la directive AIFMD qui va être donc transposée. Est-ce que les sociétés de gestion sont en conformité ou est-ce qu'il y a encore du travail ? Oui, on y est enfin, 22 juillet, c'est vraiment dans quelques semaines, depuis le temps qu'on en parle. Pour SJ Berwyn, qui est vraiment leader en matière de création de fonds, tant au niveau français qu'au niveau européen, on a investi massivement au cours de toute cette année écoulée pour justement préparer nos clients à cette transformation. Je pense que vraiment dans l'ensemble, les gens sont prêts, mais ceci dit, il y a deux volets maintenant dans l'IFM. Il y a d'une part le volet passeport européen, structuration des fonds, là je crois que les gens sont prêts, et puis il y a le volet opération, où là les fonds vont avoir à faire face à de nouvelles obligations déclaratives, tant auprès de l'AMF, tant auprès de l'AMF qu'auprès des cibles et de leurs salariés. Ça, c'est nouveau et je pense que là, il y a encore un petit peu d'éducation à faire. Et ils auront de toute façon 1 an pour se mettre en conformité avec le texte. Donc, nous prendrons rendez-vous l'année prochaine pour voir ce qu'il en est. Et de toute façon, nous débattrons de tous ces sujets dans quelques jours, puisque nous vous donnons rendez-vous le 29 mai prochain à la conférence LBO des Échos à Paris. Merci. Avec plaisir.